Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission Le Monde Inconnu. Nous sommes à 22h30 passé de quelques minutes et vous êtes sur votre chaîne Canal 2. Alors comme tous les mardis, nous sommes heureux d'être ici ou alors d'être avec vous pour une fois de plus apprendre ce que nous ne connaissons pas. Et pour ce fait, je suis accompagnée du professeur Emmanuel Glipote à qui je vais laisser le soin de nous donner la quintessence de ce qui va être développé ce soir. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Nous revenons sur la mystique de l'alimentation et la spiritualité, où on va parler de l'alimentation, une sorte de rituel spirituel. D'une part, en deuxième partie de cette chronique, nous allons parler de l'alimentation spirituelle en trois parties, en abordant juste une partie. La fois prochaine, on pourra continuer parce que ça fera long de tout aborder ce soir néanmoins. D'accord, vous l'avez suivi, nous aurons droit pendant ces 90 minutes à notre chronique en deux parties. Bien sûr, vous aurez la réflexion de ce soir et vous aviez également la possibilité de participer à votre émission en envoyant les messages via le numéro qui s'affiche ou alors qui va s'afficher sur le bas de votre petit écran. Alors, si vous êtes bien installé, le train va quitter la gare et le prochain arrêt, c'est la chronique, la première partie. La mystique de l'alimentation et la spiritualité, troisième partie. L'alimentation, une sorte de rituel spirituel. Se sentir heureuse et capable de satisfaire ses desseins dans ce monde, ceci n'est pas facile pour beaucoup d'entre vous. Souvent vous êtes de ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe dans votre vie. Eh bien, qu'est-ce qui vous manque ? D'abord, disons que la connaissance vous manque, celle qui vous permet de définir de manière précise qui êtes-vous, et par la suite de comprendre les autres, c'est-à-dire savoir comment fonctionne le monde qui vous environne. Sans équivoque, beaucoup d'entre vous sont de ceux qui possèdent toutes les qualités d'excellents ignorants, bien que nous le sachions parfois pas. Ainsi, c'est l'ignorance qui caractérise de prime abord l'existence de ceux-ci et jamais la connaissance. Si vous êtes de cette classe de personnes, c'est que vous manquez de la matière première qui alimente la vie, la connaissance. Toute personne qui veut positivement évoluer, ne comprenant pas le mécanisme du monde tangible, comment va-t-elle saisir le fond des choses du monde inintelligible ? Face à certains événements qui paraissent et se succèdent, le fait de ne pas saisir leur portée, vous vous mettez dans une position de ne pas pouvoir vous expliquer la raison de la logique que cachent tous ces phénomènes. C'est ce qui fait que la définition du bonheur ou la considération qu'on fait du bonheur est toute différente d'une personne à l'autre. Chacun de vous se demande pourquoi les gens naissent différents. Pourquoi certains doivent endurer des souffrances pendant que d'autres ont une vie heureuse et prospère. Constamment, ces questions vous reviennent toujours et hantent même vos pensées. Elles sont si troublantes au point où elles vous affectent totalement jusqu'à toucher votre être intérieur. Dans nos communications, nous mettons plus l'accent sur comment devenir un être affranchi, celui qui aurait évolué spirituellement et en ayant eu l'atteinte du divin grâce à la construction de la cathédrale de son âme. Il nous revient d'y mettre un accent particulier quant à insister sur un fait, celui de construire ou de tisser une toile à son âme. Comme pour dire que rien ne se fait sans aucune préparation pratique ou sans endurance. Tout est rituel, la vie saine en est un. L'alimentation fait partie de l'essentiel de ce rituel qui se veut spirituel. Tout étant en vibration est là pour alimenter votre être. Ça se passe en substances subtiles et tangibles. Nous ne cesserons jamais de vous proposer les sources de raisonnement comme voie à suivre. Les dits rituels de cesse accompagnent votre existence. Le rituel de nuit, celui qui consiste qu'avant de dormir, on prépare son lit. Puis le rituel du jour,
Vous vous réveillez, vous brossez les dents, vous lavez le visage. Vous prenez le petit déjeuner et où vous vaguez à une quelconque occupation ou non, jusqu'à revenir à la case du départ le soir pour le même rituel de préparation du lit en vue de procéder à une autre séance consistant à satisfaire à nouveau un autre besoin de sommeil, dormir. Alors, professeur, moi, je vais commencer par la fin. Vous parliez, parce que l'un des titres ou alors le titre secondaire de la chronique de ce soir, c'est l'alimentation, une sorte de rituel spirituel. Et à la fin de la chronique, vous nous présentez ce que vous aviez appelé le rituel de nuit, dormir, préparer son lit. Et qu'en est-il du rituel de l'alimentation? Oui, mais tout ça, c'est les rituels. Oui, parce que dormir, c'est aussi une autre manière d'alimenter le corps, puisque on ne mange pas que de nourriture, dans le sens des substances nutritives, que ce soit en ce qui concernerait les substances de nature subtile, que sont l'air, l'eau, et bien, c'est là. Mais il y a aussi des substances, disons, énergétiques. Par exemple, on gagne à dormir si on n'a pas un bon sommeil, on n'a pas bien alimenté son corps de cette autre énergie, et qui, depuis que nous parlons de l'alimentation, on n'a pas encore fait cas à ça. Alors cette énergie, ça rentre dans le rituel et qui nous accompagne chaque soir ou à chaque fois que nous en avons besoin, c'est-à-dire le sommeil. Nous avons besoin de dormir, alors c'est dans le sommeil que nous allons obtenir cette énergie. Alors l'énergie alimentaire est donc cela, parce que c'est différentes sortes d'aliments. Il y a maintenant, peut-être qu'on parlerait des aliments sur le plan nutritionnel, qui est un plan où, quand on dit nutritionnel, on parle des nutriments. Et les nutriments sont, on l'a toujours dit au cours de nos multiples interventions dans ces programmes, on a toujours dit que les nutriments sont des aliments, proviennent des aliments. Et les nutriments sont des aliments, en fait. Là, j'extrapole parce que j'ai parlé des aliments dans l'ensemble, mais sont des aliments qui sortent du sol. Par exemple, des produits vivriers ou des produits maraîchers. Mais sont aussi des aliments qui sortent de nulle part. Par exemple, ce qui nous est proposé venant des usines à travers des supermarchés font partie d'une certaine forme d'alimentation, pour ne pas dire font partie des aliments que nous consommons au quotidien. Donc voilà à peu près ce qu'il y a comme aliment, sans toutefois oublier de parler peut-être de l'oxygène, l'air qui est un aliment, de l'hydrogène, l'eau qui est aussi un aliment. Alors, quelle serait donc l'importance, parce que vous décrivez ici deux rituels, le rituel de nuit, le rituel de jour. Alors, quelle serait donc l'importance de ces deux rituels dans l'alimentation de façon générale? Bon, alors, c'est d'abord pour stigmatiser un fait, c'est que tout est rituelique et tout est vibratoire. C'est-à-dire que on donne un sens dans notre vie lorsque nous mettons en tête qu'il y a quelque chose à faire. Par exemple, si le soir on tombe seulement, même dans le caniveau, on dort. Alors ça n'a pas été peut-être rituelique, mais quelqu'un d'autre peut dire que le fou a ses rituels. C'est qu'avant de descendre au caniveau, peut-être qu'il fait le signe de croix. On ne sait jamais, parce qu'il y a aussi les fous qui sont chrétiens. Bon, un autre va faire ses ablations, il va prier à Allah ou quoi, parce que tout est possible avec le fou. Mais on suppose que dans ce qui est le plus souvent constaté, c'est qu'on fait les lits. Depuis la nuit des temps, l'homme s'arrange toujours à avoir un endroit où il se couche. D'ailleurs, même les primates, même les chimpanzés, on soit à se mettre dans le rocher ou à trouver un cadre sur l'arbre où régulièrement cela représente leur lit. Alors je pense que si à ces cadres les moustiques, les fourmis,
ont l'habitude de les piquer, on va faire le lit. C'est-à-dire il faudra un rituel qui assainisse l'endroit pour qu'on dorme normalement. Parce que le sommeil aussi, c'est un aliment. On doit trouver son appétit dedans. Et on ne peut pas avoir l'appétit lorsqu'il y a le sable dans le tapioca, par exemple, ou bien que le sable soit mélangé au riz, ou qu'on mange les feuilles de ndolé, des légumes, mais qui n'a pas été bien lavé, ou c'est sablonné. Alors, c'est qu'on n'a pas fait le rituel comme il fallait, parce que le rituel aussi, c'est le laboratoire. Parce que quand on dit manger, c'est un rituel, mais c'est tout les tralala qui fait de la nourriture, qui apprête la nourriture de là où on achète ça, les éléments à faire un plat, ou bien du champ, si on est au village, jusqu'à la table. La nourriture a subi un cheminement, c'est-à-dire que le plat a été réalisé grâce à un certain cheminement, et ce cheminement passe du simple au double en passant par le laboratoire qu'est la cuisine. Et au niveau de la cuisine, il y a tout un rituel qui se présente, et du moins qui s'est fait avec le laborantin, que ce soit un monsieur ou une dame. Ce rituel, ça va dans tous les sens, comment mélanger, du moins comment laver les choses, comment les mélanger, comment les assaisonner, et comment les mettre au feu, contrôler, surveiller le feu. Tout ça, c'est le rituel jusqu'à venir à table, poser le couvert. Bon, mais pour les traditionnels, ou les traditionnalistes, je vais dire, eux, ils n'ont pas besoin de couvert. On vient, on dépose 2 grosses assiettes, l'une ayant la sauce, l'autre ce qui accompagne la sauce, de complément d'objet de circonstance, parce que ça peut être le riz, ça devient circonstanciel pour celui qui vraiment ne mange ça que pour que faire. Bon, on y est là, et le repas lui-même, ça commence par un autre rituel où les gens peuvent prier. Bon, on ne sait pas trop quel est le problème qui les motive à prier là, mais ils prient quand même. Alors, ils prient. Ça peut être symbolique où on ne prie pas, mais on dépose la main sur la nourriture, comme pour magnétiser ce plat, faire en sorte que les vibrations de son corps transforment les vibrations du plat pour le rendre plus digeste ou bien pour l'assainir. Comme pour dire que si les mains qui ont préparé ces plats n'étaient pas suffisamment bonnes, parce que souvent il y a des dames trop fâchées, elles te servent quand même le repas, au lieu de dire que bon, écoute, va te faire cuire. Moi, je ne vais pas t'empoisonner avec l'état d'esprit que j'ai là maintenant, bête, je ne prépare pas. Bon, on négocie et que bon, on va manger au restaurant aujourd'hui parce qu'on est trop fâchés tous les deux. Bon, là-bas encore, ce qu'on va trouver comme plat, c'est le restaurant, parce que là-bas, alors, ce n'est pas des nourritures pour les hommes, c'est pour le commerce. Bon, alors tout ça, c'est rituelique. Donc, on a donc les rituels de nuit, du jour, hein, c'est pas moi quoi, voilà. Mais professeur, vous avez dit tout à l'heure que certains, avant de s'attaquer à leur plat de nourriture, vont faire une prière. Ouais. Alors, sur le plan métaphysique, qu'est-ce qui est recommandé? Qu'est-ce qu'on doit faire une fois que le plat est devant nous et qu'il faut s'attaquer à ce plat-là? Alors, en réalité, il faut imposer les mains sur ce plat-là. En réalité, ce n'est pas forcément parce que la prière est mauvaise. Là, moi, c'est pas. Ceux qui prient, ça vous où ils adressent leur prière. Parce que là, je ne veux pas toujours faire des commentaires comme s'il y avait une seule voix. Il y a plusieurs voix, chacun peut trouver sa part. Et puis, il y a l'état d'esprit de prière. Parce que celui qui prie, peut-être, il émet des vibrations positives à cette nourriture aussi de manière dense, qu'on ne saurait exactement pourquoi tout le temps il prie lorsqu'il est devant la nourriture. Et que d'aucune des personnes en priant comme ça, une nourriture qui est empoisonnée, on n'arrive pas à la manger. C'est-à-dire quelque chose se passe, peut-être les plats commencent à se casser. Bon, est-ce parce qu'on a prié et que Dieu a répondu présent, ou la personne a des forces vibratoires qui partent de sa nature comme un don
qui fait en sorte que si elle touche à quelque chose qui a du poison, ça s'explose. Et là, c'est des situations qu'on trouve chez certaines personnes et qu'on ne trouve pas chez d'autres. Et qu'on ne saurait dire que c'est trop la prière qui a fait ça. Non, mais on a des prédispositions naturelles qui font des choses, en fait, qui sont des dons de la divinité, des dons de Dieu. Bon, pourquoi ne pas dire Dieu? Voilà. Donc, on a en métaphysique, sur le plan métaphysique ou occulte, on a l'obligation d'imposer les mains sur des plats qu'on consomme, ou bien sur l'ensemble des mains, en projetant une fluide magnétique de nature à faire vibrer les particules de ces composants appelés à être consommés de manière positive. Mais sauf que l'opérateur de cette séance d'imposition des mains se doit pur, c'est-à-dire ne doit pas avoir de maladies qui sont de nature à plutôt émettre des particules néfastes, vibratoires néfastes sur la nourriture que tout le monde doit manger. C'est pourquoi, certaines fois, quand tu ne te sens pas propre, ce n'est pas la peine de faire un cérémonial juste pour se faire voir. Se sentir propre, c'est-à-dire que tu n'as pas une maladie certaine, et ça tu en es convaincu, et que tu pratiques une hygiène de vie qui te permet de poser un tel acte. Ce n'est pas une histoire que tu vois seulement dans l'eau, tu imposes les mains, et pendant ce temps, tu as la grippe, tu respires à peine et tout. Mais non. Alors, ça veut dire que si je suis par exemple grippée, j'ai un plat de nourriture devant moi, je ne dois pas imposer les mains dessus, je m'attaque directement à mon plat de nourriture sans avoir... Sur le plan métaphysique, oui. Sur le plan religieux, fais tout ce que tu veux. Tu veux, tape la tête à terre, casse le sol, et puis tu manges après, il n'y a pas de problème. Alors, même sur le plan métaphysique, il faut une hygiène de vie. Il faut quelque chose de pur. Il faut se purifier. Ce n'est pas la peine de faire semblant. Lorsque tu manges, que tu manges même des choses qui en fait ne devraient pas être mangées. Ce n'est pas trop prier sur ça ou bien poser les mains sur ça qui va faire en sorte que ça soit transformé. Non. Je dis qu'il y a des gens qui ont ce genre de dons. Ça, ce n'est pas exclu. Mais pour ce qui est du commun des mortels, il faut un travail de préparation. Parce que celui qui a ces dons-là, au cours de vie antérieure, a développé un certain nombre de choses qui lui permettent, au cours de cette vie, de faire des choses que les autres gens ne réussissent pas à faire, d'atteindre certains buts ou de mener certaines actions de manière positive et de manière, du moins, avec de bons résultats, que le commun des mortels ou des gens autour de soi en sont étonnés. Alors, professeur, tout à l'heure, vous nous aviez dit qu'il fallait magnétiser la nourriture pour pouvoir faire en sorte que les vibrations que nous émettons et celles de la nourriture s'harmonisent. Alors, dans le cas où je suis malade et que je mange parce que je ne suis pas pure, comme vous le dites, alors cette nourriture que je mange, est-ce qu'elle est donc bonne pour moi en ce moment, étant donné que le rituel d'harmonisation des vibrations n'a pas été fait? Bon, alors, il faut d'abord se soigner. Parce que, d'abord, il faut se dire que vous êtes malade, vous êtes épuisé. C'est comme lorsqu'on fait des guérisons à distance, il est déconseillé aux gens qui n'ont pas une bonne hygiène de vie, qui n'ont pas une énergie suffisante, de veiller pour faire des cérémonies trop tard dans la nuit. Parce que le plus souvent, c'est des cérémonies qui viennent après 20 heures, après minuit. Alors, à ce moment, on suppose que le sujet que vous voulez soigner est déjà couché et que peut-être le sommeil est prêt. Parce qu'il y en a qui, même avec l'insomnie, autour de minuit, il prend quand même le sommeil à bras le corps pour 1 heure ou 1h30 du temps. Alors, donc, quand on est malade, on doit se soigner. Et se soigner n'est pas que parce que tu manges
là, il faut prier que tu vas te soigner. Non. Il faut s'abstenir, parce que moi j'entends, peut-être qu'il y a des méthodes, pas peut-être, il y a des méthodes d'auto-guérison qu'on utilise souvent et pour avancer, parce que quand je dis peut-être, ça veut dire que j'ai perdu le nord. C'est pas peut-être, il y a des méthodes d'auto-guérison. Il y a l'auto-hypnose, par exemple, qui permet à ce que vous transcendez un certain nombre de déséquilibres fonctionnels, organiques et tout, pour atteindre l'équilibre qu'il faut. Et là, on dirait, ceci, la maladie a été chassée. Ça doit se faire. Ce n'est pas forcément en priant sur le repas ou bien en imposant les mains sur le repas que cela va se faire. Ça doit se faire hors repas et même pendant le repas. Pendant le repas, c'est quoi? C'est qu'il faut bien mâcher. Plus on est malade, plus on doit bien mâcher alors, pour ne pas donner trop du travail à son tube digestif. Et là, bien mâcher veut dire qu'il faut rythmer la mastication au cure de la respiration. Donc, vous vous soignez au même moment que vous mangez en faisant les inspires et les expires de manière rythmique et de manière profonde. Voilà. Alors, pour ça, quand on magnétise la nourriture, est-ce qu'il y aurait des paroles qu'il faut peut-être prononcer ou alors c'est tout simplement on pose les mains là et puis on mange? Je pense que les deux vont de pair, ou alors on peut abandonner un pour ne pas multiplier les mots pour rien. Parce qu'il y a des gens qui ont les dons de la parole. Ils utilisent les mots justes. Et la puissance de ces mots agit au même moment qu'ils imposent les mains et ça fait une synchronisation d'une puissance certaine. Mais lorsque tu n'as pas cette puissance de parole, lorsque tu bégayes et tout, ce n'est pas la peine de parler. Parce que la pensée, elle est plus forte que la parole et que les actes. C'est plus fort. Si vous aviez à essayer quelque chose, une personne qui s'assoit devant vous, qui n'a pas fait attention que vous êtes là, si vous regardez cette personne entre les deux yeux, au niveau du milieu des deux sourcils, alors pendant longtemps, la personne va lever, pendant un temps, un petit temps de concentration, pas aussi longtemps, parce que longtemps, ça veut dire que l'action menée par cette expérience n'a pas atteint le niveau souhaité. Juste un petit instant que vous avez regardé la personne entre les yeux, la personne va vous fixer le regard. Alors, si vous voulez la faire déplacer vers vous, continuez à la regarder, ne la regardez pas dans les yeux. Continuez à la regarder toujours à ces milieux-là, à ces niveaux-là. La personne va venir vers vous. Donc, là, c'est un regard hypnotique que vous êtes en train de faire comme ça, de manière assez innocente. De même, cela peut se faire à l'aide d'un miroir. Vous pouvez placer devant vous un miroir et vous regardez de la même manière, sans toutefois vouloir voir les yeux dans les yeux, et mettre une pensée positive, énergétique, et comme si tu enclenchais une énergie comme un feu à cette zone du miroir qui retournait pour vous, jusqu'à se concentrer et constater qu'il y a une lumière, un point lumineux qui revient vers vos yeux. Alors c'est une autre manière d'obtenir une certaine force, une certaine énergie à travers une forme d'auto-hypnose à l'aide d'un support, dans le miroir. Voilà. D'accord. Alors, puisque on a fait le tour, mais voilà, avant de continuer avec la deuxième partie de la chronique, vous avez dit tout à l'heure que quand il faut magnétiser la nourriture, il faut avoir des vibrations positives. Ça veut dire qu'il faut être dans un état d'esprit assez, je vais dire quoi, pur. Alors, quand on est dans un mauvais état d'esprit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut rien faire. D'abord, c'est comme il ne faut pas manger souvent quand on est pressé. Voilà. Quand on est pressé, aller au travail, comme on vient à l'émission là, et on mange vite, on digère mal.
Voilà. Et là, on ne profite pas de, même si la nourriture a été bien faite comment, on ne profite pas de tous les nutriments positifs de cet aliment ou de l'ensemble de ces aliments consommés. Parce qu'on n'a pas ensalivé nécessairement nos bols alimentaires qui sont descendus dans notre tube digestif en désordre. Alors, c'est la même chose. Lorsque vous n'avez pas la santé, cherchez la santé, c'est ce que je venais de dire tout à l'heure, donc vous ne magnétisez rien. Vous pouvez peut-être encore magnétiser de l'eau, c'est-à-dire prendre au creux de la main un verre, y mettre de l'eau et regarder cette eau. Peut-être sans y mettre le doigt, parce que là, on peut arrêter le verre comme ça et plonger 3 doigts sans que les doigts là ne touchent de l'eau et se concentrer. Là, ce n'est pas nécessaire lorsque on n'a pas toutes ces énergies en place. On va donc regarder juste de l'eau avec un regard magnétique qui va émettre des vibrations qui vont faire en sorte qu'à force de regarder de l'eau là, il y aura un dessin sur la surface de l'eau. Ça, il faut s'efforcer à y arriver pour que vous vous rendez compte que le travail que vous êtes en train de faire sur l'eau, la mémoire de l'eau a capté ces vibrations. Et là, à partir de là, vous consommez cette eau. Ça va vous guérir. Là, c'est de l'auto-guérison à l'aide de l'eau par une comment on peut dire, transmission d'énergie malgré votre épuisement. Voilà. On peut toujours s'auto-soigner. On n'a pas toujours besoin qu'on soit soigné chez quelqu'un. Voilà. On peut toujours. Mais pour ça, moi, j'ai envie de demander si il n'y aurait peut-être pas, je voudrais dire, est-ce qu'une personne lambda qui ne s'y connaît pas, disons quelqu'un qui est en train d'écouter l'émission ce soir, il ne l'a jamais fait de sa vie. Est-ce qu'il peut, après cette émission, prendre peut-être le verre d'eau et le magnétiser ce verre d'eau et obtenir le résultat escompté? Oui. Est-ce que c'est possible? Je crois que oui. Parce qu'il y en a parmi qui nous suivent ce soir, ceux qui sont déjà prêts à ce genre de travaux. Parce que ceux qui suivent cette émission régulièrement, qui ne manquent pas une émission, c'est des gens qui sont préparés à ces choses. Ça cadre avec leur vie. Tout comme, pour le dire, un instrument de musique comme le piano est fait des notes, des octaves. Quoi. Alors maintenant, il y a des notes graves, des notes moyennes et des notes aiguës. Lorsque on joue, ça se joue au niveau de la colonne vertébrale, c'est-à-dire à partir de la zone cervicale jusqu'à la zone lombaire. Toutes les notes sont là, quel que soit le nombre d'octaves d'un piano. Alors, si vous touchez, on va étudier ça en musicothérapie, si vous touchez les notes, par exemple, du milieu du clavier, ça peut être la zone dorsale du corps. Du haut du clavier, c'est-à-dire les notes aiguës, ça peut être au niveau cervical, et ainsi de suite, ou inversement. Mais ce que je vais expliquer, c'est que ce qui va se passer, c'est que ces notes-là vont faire du bien aux gens qui sont en consonance avec ces sons. C'est ce qui fait que, au-delà des habitudes qu'on a sur des musiques, du genre de la musique folklorique, il y a un grand étonnement qui arrive qu'une musique que vous n'avez jamais écoutée avant vous berce et vous met terriblement à l'aise. Tout comme une musique que vous n'avez jamais écoutée avant vous énerve plutôt. C'est-à-dire ça vous fait vous irriter. Vous avez besoin de casser l'appareil parce que le son, bien que le décibel n'ait pas été tellement élevé, mais le son est choquant. Parce qu'au niveau de votre colonne vertébrale, certains sons de cette musique n'y entrent pas. Alors, je voudrais donc dire qu'il y a des gens préparés, pour ne pas répondre à la question, qui sont préparés à faire des séances de magnétisation de l'eau, juste avec le petit exemple que j'ai montré là maintenant, ça lui rappelle quelque chose. Mais en dehors de ça, les autres personnes
toujours de ce monde qui nous écoute pour la première fois ou qui ne se saisissent pas déjà de quoi il est question à nous écouter de temps en temps, ne pourront donc pas magnétiser l'eau, ça marche. Voilà, c'est ce que je voulais expliquer. Voilà. Alors, on va prendre la deuxième partie de la chronique et on revient juste après pour la suite des questions. L'alimentation spirituelle en 3 types. Parler de l'âme, c'est revenir au mieux sur le corps de l'homme, sa composition faite de matière mentale, émotionnelle et physique. Dans leur unicité, que l'assemblage de ces matières vous permette de vous positionner dans une région de hauteur, de pureté, qui vous élève et qui vous permette de pénétrer la sphère des mondes supérieurs. Si la définition de l'alimentation, c'est nourrir le corps physique, nous comprenons d'où vient l'erreur qui limite les chercheurs du domaine pseudo-scientifique de l'alimentation. Il est quand même vrai que le corps est notre lieu d'accomplissement spirituel, sauf que le devoir et l'obligation de rechercher tout ce qui est de ses besoins reste difficile pour le commun des mortels. N'oublions pas que notre vie se déroule inconsciemment par rapport au sacré et que c'est la souffrance qui nous permet de trouver le bon chemin pour notre évolution spirituelle au travers de l'épanouissement de notre pleine conscience pour l'unité de la pensée et du corps de manière globale. Voyons ce qu'en est de la spiritualité alimentaire en ces 3 dimensions. Commençons par l'aliment positif. Pour faire simple, son décryptage est de nature à voir le côté divin, en vue de savoir comment l'air que nous respirons alimente nos différents corps. Il y a lieu de voir la chose le plus naturellement du côté de l'unité à rechercher dans les particules de l'air en tant qu'aliment. Ce qu'il faut savoir est que nous devons chercher par tous les moyens de comprendre comment devenir le réceptacle du souffle divin pour que l'oxygène puisse venir jouer son rôle dans nos différents corps. Une alimentation divine dont l'air est consommé en tant qu'aliment positif. Le divin en nous est potentiellement tout-puissant et bien entretenu grâce à cet aliment, l'air. La connaissance de la typologie d'une alimentation en ces 3 dimensions est initiatique. Il s'agit de rechercher la pureté de chaque catégorie d'aliments, la pureté de l'air, celle de l'eau et des nutriments. Nous y reviendrons. Alors, professeur, vous parlez de l'aliment positif qui est l'air. Déjà, la semaine passée, on a fait... Alors, quand vous parlez du réceptacle du soufflet divin, de quoi s'agit-il exactement? Alors, disons que c'est compliqué pour expliquer ça, hein? Parce que en réalité, nous n'avons pas un seul instant compris que la matière qui nous représente, qui nous qui permet à ce qu'on nous prenne comme un vivant, dont le corps physique que nous habillons, ça n'a pas d'essence dans un arrière-plan. Ça a un sens sur le premier plan, le plan est pris de prime abord comme ça. Mais ça n'a pas une grande signification. C'est vrai que on l'a dit tout à l'heure que c'est par le corps que se trouve le lieu d'accomplissement de notre vie spirituelle, de notre spiritualité. Alors, mais devenir le réceptacle du souffle divin, ça veut dire que vous aviez toujours œuvré, ou vous œuvrez quotidiennement à ce que vous cessez d'être sous l'emprise de la matière. Parce qu'on a cité des matières, la matière émotionnelle, on a cité la matière mentale, la matière physique, qui font toujours des éléments qui sont de nature à nous distraire. Parce que ces matières, en fait, développent des besoins de violence pour la matière physique, les besoins de, comment dirais-je,
des aspects excessifs pour la matière émotionnelle et puis des besoins d'arrogance et tout pour la matière mentale. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire cette fois-là, lorsqu'on a compris tout ça? C'est d'établir, en fait, est-ce que ces besoins-là, comme on l'a toujours dit, dépendent de nous? Parce qu'il y a par exemple, lorsque vous aviez une relation qui est basée sur le matériel, et que vous donnez la chance à cette relation, tout ce dont matériellement la personne a besoin. La personne veut encore quoi? Ce qui va vous étonner, c'est que les besoins vont toujours augmenter. C'est-à-dire une personne vous dit, bon, écoutez, moi, je ne peux pas être avec vous si vous ne me construisez pas une maison. Vous lui construisez une maison. Alors, elle voit que l'affaire là a été très facile. Elle dit, mais il faut que vous construisez aussi une maison à ma maman. Vous construisez la maison à sa maman. Après, elle dit, il faut que je voyage pour le Canada. Vous lui faites voyager pour le Canada. Elle vous dit encore que je n'ai pas encore visité le Japon. Donc, elle est dans les extrêmes, ça continue comme ça. Donc, c'est pas des besoins là-bas, c'est des désirs. Alors, on n'a jamais pu satisfaire ces désirs. Tout le long du temps qu'on a besoin de faire du bien à soi, c'est souvent les désirs. Quelqu'un te dit, bon, mais attends, mange, mais c'est quoi? C'est avec la nourriture là que tu vas mourir. Hein? Tu travailles l'argent et tu meurs de faim. Mais en fait, il vous dit de manger quoi? Il vous dit de manger, mais pas parce que vous avez faim. Mais il vous dit de manger parce qu'il faut manger. Alors, mais cette nourriture-là va faire quoi? Donc, il y a à canaliser sa vie vers certaines circonstances qui sont telles que on va vers les valeurs. La valeur est l'essentiel. Dans notre monde d'aujourd'hui, on ne sait plus ce qui est valable et ce qui ne l'est pas. On ne sait plus. Les valeurs sont extrapolées, sont ailleurs. Les véritables, les vraies valeurs ne sont pas quelque part. Parce que lorsque tu entends les gens dire la personne là a une tête pleine et bien faite, c'est que quelqu'un a bardé des diplômes. Alors, mais il faut voir la personne comment elle mange, comment elle se comporte dans la journée. C'est-à-dire que les règles primaires manquent à cette personne. Et même la culture générale, elle n'en a pas. Mais elle a planché l'école. Il y en a qui se vantent d'avoir 4, 5, 10 doctorats. Mais au quotidien, c'est des messieurs nuls. Bon, peut-être pas nuls dans le domaine des doctorats, du travail à faire, parce que c'est ça aussi. C'est pourquoi il faut se donner une valeur. Et se donner une valeur, c'est aller dans le sens à dire que le corps physique, c'est le véhicule, c'est le cheval. L'être intérieur, qu'on l'appelle l'âme ou quoi, ou esprit, qu'on l'appelle n'importe comment, c'est nous, c'est nous. C'est ce nous-là qu'il faut chercher à faire valoir, à faire valoir les besoins. Et ces besoins essentiels, c'est l'évolution. Et l'évolution, c'est un besoin qui est au-delà de la simple spiritualité. Parce que c'est ça qui rend l'homme divin. Et lorsque un homme est divin, il est l'égal de Dieu. Bon, pas Dieu des minuscules, mais Dieu. C'est-à-dire, il y a des dieux, il est l'égal des dieux. Voilà. Alors, professeur, qu'est-ce qu'il faut donc faire pour pouvoir atteindre? Parce que, à vous entendre parler, il faut trouver un moyen d'harmoniser sa vie de telle sorte que le désir ne prenne pas le dessus, l'émotion ne prenne pas le dessus. Alors, qu'est-ce qu'il faut donc faire pour arriver à ce résultat? Alors, ça commence d'abord par la respiration. Il faut savoir alimenter son corps par la respiration et en faire de la respiration quelque chose de purifiant. Et vient en second lieu la consommation de beaucoup d'eau. Et en troisième lieu, la diminution des nutriments. C'est-à-dire qu'il faut avoir un plat par jour, un repas par jour, essentiellement. Même si vous mangez des choses qui ne sont pas très indiquées, je dis bien très indiquées, je ne dis pas du tout indiquées, parce qu'il faut quand même que ça soit indiqué. mais pas que vraiment rien d'indiqué dedans.
Alors, même si vous mangez donc des choses par manque de moyens, entre guillemets, parce que souvent, c'est les alibis qu'on tient. Alors, ces choses que vous mangez, si les deux premiers aliments, l'air a été suffisamment bien consommé, l'eau suffisamment bien consommée, sur le plan physique même déjà, donc biologique, beaucoup d'eau et suffisamment d'oxygène purifient les capillaires. Donc les capillaires pulmonaires seront purifiées, les capillaires hépatites, rénaux, tout cela sera purifié. Et le drainage de l'extérieur par le gaz carbonique, la transpiration et les urines, va faire en sorte que le corps se purifie de temps en temps grâce à cette forme de gymnastique respiratoire, de gymnastique, comment je peux appeler ça, alimentaire. Hein, alimentaire, parce que vous vous nourrissez et conséquemment, vous savez qu'est-ce que vous faites. Parce que le fait de ne même pas savoir pourquoi on vit, parce que les gens ne savent pas que la capacité de nos poumons est tellement énorme que on n'arrive pas à utiliser les 1 millième de nos poumons, même quand on est sportif. Hein? Sauf peut-être les gens comme les footballeurs qui sont sur le feu de l'action professionnellement au quotidien. Alors eux, au moins, ils utilisent énormément les poumons. Et la capacité des poumons est mise à l'épreuve, fait en sorte que l'oxygénation de l'organisme, et particulièrement l'oxygène qui va jusqu'au niveau du cerveau, cela purifie davantage l'organisme. Voilà. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est de faire, de pratiquer les exercices respiratoires et boire beaucoup d'eau et s'occuper d'une manière, faire attention aux nutriments, voilà. Faire attention aux nutriments, qu'on ne consomme pas des choses pour consommer. Alors, qu'allez-vous dire à quelqu'un qui s'arrange tous les matins à prendre peut-être 1 litre d'eau ou 1,5 litre d'eau à jeun et faire aussi ses exercices respiratoires, mais se retrouve dans une situation peut-être ne fait pas ses selles normalement ou alors ne perd pas le poids, par exemple? Alors là, il faut persister. Avec le temps, ça va marcher. Parce que le problème est que il y a l'état, donc la congénitalité, ou même, parce que la congénitalité, moi j'entends par congénitalité dans ma petite maîtrise de la langue, du moins mon utilisation de la langue de Molière, c'est ce qui vient des parents directement. Mais il y a au-delà de ce qui vient directement de son père et de sa mère, ce qui vient des ancêtres, des aïeux. Dans le passé antérieur ou généalogique d'un être humain, il y a les malédictions, il y a le bonheur, il y a plein de choses. Il y a des choses que vos arrière-grands-parents avaient fait qui retombent sur vous aujourd'hui. La Bible dit ça autrement en disant ce que vous faites, ça va traverser, ça va vous traverser jusqu'à la 4e génération de votre progéniture. Mais en métaphysique, c'est même toi-même qui vas venir repayer les fautes commises. Donc, c'est ce que nous, les communs des mortels, nous appelons la malédiction. La malédiction n'existe pas comme pour dire que tes parents vont faire quelque chose, tu vas forcément payer. Sauf que vous êtes dans un environnement karmique, où, comme dans un bateau, il faut qu'il y ait naufrage, et c'est tout le monde qui est embourbé dans l'eau, parce que vous aviez le même karma à partager. C'est comme dans un bus où tout le monde est appelé à mourir au cours d'un voyage, et on ne comprend pas trop pourquoi on s'est retrouvé là, et qu'on est en train de mourir là maintenant. Mais parce que vous aviez le même karma à partager. C'est la même chose dans la famille. Vous pouvez vous retrouver que ce qui vous arrive aujourd'hui, soit vous l'avez fait au cours de vos vies antérieures, lorsque vous étiez l'arrière-grand-père de ce que vous êtes. C'est-à-dire à considérer que vous êtes dans cette famille. Et à remonter, puisque l'être intérieur qui est au-dedans de vous n'est pas perçu comme si c'est vous qui étiez tel.
C'est perçu que vous venez de naître, de tel qui avait le père tel autre. Alors, mais c'est vous qui venez payer. Et c'est ça la malédiction en fait. Alors, donc, on ne peut pas ne pas avoir beaucoup de travail à faire. C'est que vous pouvez être dans une famille, tout le monde est corpulent, vous non. Tout comme vous êtes dans une famille, tout le monde est corpulent, vous êtes corpulent. Vous faites tout, vous êtes corpulent. C'est pas parce que vous avez l'abondance, parce que même votre mère, même votre père, personne ne mange abondamment. Mais c'est quelque chose qui vient de loin. Alors même, ils ont lâché, ils ont arrêté de se battre pour pouvoir payer comment on appelle, je ne peux pas dire la faute, mais l'emprise du passé ou de leur passé, ou du passé de la famille où ils se trouvent, en disant, oh mais écoute, mais si ce n'est que parce qu'on mange beaucoup et tout, moi je prends le poids, pourquoi là? Moi je ne suis plus là. Comment manger n'importe comment et puis à ne plus faire d'efforts. Par contre, ces exercices qu'on fait, qui régulent ton poids plus ou moins lentement, vont dans le sens de la purification de ton organisme et de la spiritualisation de celui-ci pour une évolution vers le divin que vous devez, vous êtes à la recherche, ou bien que vous devriez être à la recherche. Parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas qu'on doit être à la recherche de ça, parmi lesquelles c'est divinisé. On ne sait même pas qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire. On sait qu'on est spirituel, on a la Bible, qu'on est spirituel, on a le Coran, et qu'on fait ses prières normalement, on est fervent et religieux. Donc on n'a rien à se reprocher de ce point de vue, parce qu'on lit les Écritures, et on applique ce qui s'est dit dedans, donc ça va. Ah, qu'est-ce qui s'est dit dedans, on ne sait même pas. Bon, parce que souvent tu poses une question à quelqu'un devant un verset de son livre de chevet d'Élie et commence à bégayer, ou bien il force à ce que vous compreniez que ce qu'il sait de ça, c'est ce qui est valable. Bon. Alors parlons de l'aliment positif. Vous nous avez dit à une édition, je crois l'édition précédente, que pendant que nous mastiquons, il faut accompagner ce geste par la respiration. Alors, quel serait donc le but? Parce que en même temps, est-ce qu'on peut en même temps mastiquer et respirer? C'est sûrement possible. Maintenant, quel est le but, ou alors l'impact de cette respiration-là pendant qu'on est en train de manger? Bon, alors, c'est une question essentielle. Lorsque on mange, on respire, l'oxygène directement chasse le gaz carbonique pendant que vous faites le mouvement inspire, expire, inspire, expire et libère la place pour l'oxygène qui se trouve dans l'aliment lorsque l'aliment est posé, le nutriment quoi, est vivrier. Parce que tous les aliments qui sortent, tous les produits qui sortent du sol ont l'eau. Et cette eau-là a l'hydrogène. C'est-à-dire c'est-à-dire les plantes respirent et condenser cette respiration aussi en termes d'énergie qui se met en phase avec les quantités d'eau que cela dégage. Par exemple, si vous prenez les feuilles de manioc, vous les pilez, vous les pressez, vous allez constater qu'il y a le jus. Ce jus-là est fait d'eau autant que possible. Alors cette eau a une partie d'oxygène. Alors lorsque vous chassez donc le gaz carbonique, l'air qui a déjà été utilisé, en remplacement de l'air que vous êtes en train de mettre au même moment que vous mettez de la nourriture à l'intérieur de l'organisme, il y a symbiose. Il y a quelque chose, un mariage quoi, qui se produit et qui accélère la digestion, qui permet à ce que le tube digestif puisse travailler au mieux, parce que cet air va rafraîchir le tube digestif au même moment, puisque le tube digestif c'est un haut fourneau.
Et c'est même pour cette raison qu'il faut éviter de manger du sec. Parce que si on prend l'arachide grillé, on consomme l'arachide grillé avec du pain, donc un excès d'hydrate de carbone, ça va provoquer la chaleur. On est obligé de boire l'eau directement. Pendant qu'il est déconseillé de boire pendant le repas. Ouais. Peut-être tout juste après, mais si vous voulez absolument boire, ça veut dire que vous n'allez pas boire en gloutonnant l'eau, mais vous allez ingurgiter l'eau comme le fait le bébé. Lorsqu'on lui donne de l'eau dans le biberon, il fait le même geste qu'il fait lorsqu'il prend sa tétée, c'est-à-dire suce le biberon, mélange de l'eau avec la salive avant d'avaler. D'accord. Alors, moi, je voudrais savoir si le fait de ne pas accompagner la mastication par la respiration, est-ce que ce serait à l'origine du phénomène qu'on a souvent, une fois qu'on a mangé à peine quelques bouchées, on a l'impression d'être trop plein. Voilà, d'avoir mangé des kilos de nourriture. Ouais, on peut dire que vous avez la colique, par exemple. Donc, la digestion se complique un peu, ou tout juste après 15 minutes après le repas, allez, le ventre pousse. Alors qu'après le repas, on a eu l'impression qu'on n'a pas suffisamment mangé. Oui, moi je crois que ce phénomène, ce n'est pas souvent lorsqu'on n'a pas pris l'habitude de bien mastiquer. Et que la respiration serait une nouvelle technique d'accompagnement dans la mastication pour pouvoir bien digérer. Mais là en ces temps-là, il faut compter le nombre de fois qu'il faut mâcher un bol alimentaire. Il faut que ce nombre de fois atteigne les 30 fois, jusqu'à ce que tout se dilue dans la bouche et ça devienne complètement liquide avant d'avaler. Alors, professeur, le manger, c'est la préparation, le rituel qui se passe dans la cuisine, c'est le mâcher, mais aussi le manger, c'est après le repas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, ou alors quel est le rituel à suivre après avoir pris son repas? Voilà, après avoir pris son repas, il faut ne pas se reposer. Contrairement à ce qu'on dit souvent. Il ne faut pas donner l'habitude à l'organisme de faire des siestes après le repas. Là, vous fatiguez votre tube digestif. Il faut se mettre en activité. Se mettre en activité pour les enfants, il faut les envoyer jouer. Lorsqu'ils auront joué, ils vont faire caca. Là maintenant, la digestion sera complète. Mais si vous les envoyez au lit, ils prennent du poids. C'est pourquoi il y a des enfants obèses. Hein? Il y a des enfants que soit ils mangent tard, comme tout être humain, même moi, lorsque je mange tard, je prends du volume au niveau de mon abdomen et je prends quelques kilos qui ne partent pas tant que je continue à manger tard. Et ça se passe comme ça chez tout le monde. Bon, peut-être pas tout le monde. Il y a des gens, ils mangent un bœuf, il a tout le même poids. Mais sauf que, il vaut mieux avoir le poids qui te suit en fonction de comment tu manges que d'avoir le poids qui ne se présente pas instantanément par rapport à ton comportement alimentaire. Parce que c'est un effet boomerang. On a constaté qu'il y a eu des dames, surtout le monde féminin, et même les garçons, où jusqu'à 50 ans, tu n'as pas le poids, tu es svelte. Oui. Alors, on arrive à 55 ans, tu es toujours svelte, mais avec des repas violents. Alors, quand on descend vers la soixantaine, allez, paf, la personne devient complètement déconfigurée. Et là, il y a un cumul de déchets, donc une tonne d'acide, qui, alors, fait péter l'organisme, donc le système circulatoire, hypertension, diabète et tout. Tout cela entre directement, tout le cardiovasculaire est complètement bousillé. Il n'y a pas de chemin de retour. Donc il vaut mieux avoir un organisme que dès que tu fais quoi que ça répond. C'est comme je dis souvent à mes malades, ceux qui viennent me consulter, qu'il vaut mieux avoir des grippes régulièrement. Grippe entre guillemets, parce que la grippe européenne, moi, je ne sais pas quel genre de grippe ces gens-là ont tout le temps avec les vaccins. Moi, je parlais d'un reflux, c'est-à-dire un rejet des déchets hors du corps, où il y a le rhume, la fièvre, les maux de tête,
Hein. Tout cela marchant de peur, de pair. Pas le nez qui coule, on dit je suis grippé. Non, tu es enrhumé. Voilà. Maintenant, si ces choses-là vont ensemble, c'est une bonne chose. Parce que quand vous toussez, quand vous avez la grippe, dans ce sens-là, vous toussez, vous libérez la cage thoracique, donc les capillaires, du moins les bronches et tout ça là se libère. La trachée artère se libère, le nez, les narines, les sinus et tout ça là, tout ce qui avait comme dépôt à tous ces seuils, à ce niveau, c'est dilue et se transforme en liquide que vous rejetez sous forme de la morve. Alors, au niveau de la cage thoracique, vous rejetez des crachats qui sont d'une lourdeur inimaginable avec des couleurs marron. Et au niveau du nez, parfois, c'est une morve qui coule comme si c'était de lait en crème. Résultat, vous libérez, c'est les marées hautes de votre organisme qui sont mises en branle comme ça. Le tout, c'est de soutenir l'organisme qu'il ne s'affaiblisse pas. Mais ce n'est pas d'aller contre. Parce que lorsque vous mettez les trucs au nez pour empêcher, ça se renferme. Et ça provoque maintenant un choc. C'est comme vous empêchez à la mer de ne pas se libérer des déchets. Qu'est-ce que ça va devenir? Voilà. D'où les médicaments qui sont dans ce genre de cadre doivent être donnés lorsque on constate que ici c'est la mort. Donc comme un système d'urgence. Mais si c'est que c'est une affaire normale, on fait de l'inhalation, donc on donne à l'organisme l'occasion de se libérer en douce avec des essences de plantes, des huiles essentielles. Hein. Et là, l'ensemble des parties du corps qui sont impliquées seront complètement dégagées. Et la fièvre va baisser, la toux aussi. En fait, dès que les maux de tête baissent, dès que tu commences à bien tousser, il n'y a plus de maux de tête. Mais tant que la toux reste sèche, les maux de tête ne font qu'augmenter. Et là, quand vous prenez des antalgiques contre les maux de tête, vous créez une situation qui peut aller jusqu'à la migraine, ou bien jusqu'aux tumeurs du cerveau. Parce qu'il y a un contre-choc. La chose qui était à la base n'a pas été prise en compte. C'est plutôt vouloir résoudre un problème à l'immédiat qu'on a mis au devant. Et là, ça crée une autre situation. Donc, il ne faut pas dormir après les repas. Oui, pas tout juste après le repas. Même la nuit, si vous avez travaillé toute la journée et que vous n'avez pas mangé, et que vous arrivez à 20 h, vous mangez. Alors faites tout, ne restez pas à regarder la télé. Allez même dans la chambre, commencez à faire des pompées, des petits gymnastiques, jusqu'à ce que vous faites comme ça se passe avec le bébé, il rote. Jusqu'à ce que vous rotez. Bon, mais votre manière de roter peut faire en sorte que vous alliez au sel. Si vous faites vos selles là, alors maintenant là, vous pouvez aller dormir, il n'y a pas de problème. Et si ce n'est pas fait pour ça, vous ne dormez pas? Ah mais dormez. Et là, le lendemain, souvent même certaines personnes se réveillent avec une famine pas possible. C'est que le début du mal d'estomac a commencé. Parce qu'il y a les estomacs que quand tu as mis un certain genre de nourriture dedans, ça dort. Le matin, il faut que vous réveillez cette nourriture avec d'autres nourritures qui viennent de l'extérieur. Donc vous remangez. Si vous ne mangez pas, vous êtes mal à l'aise toute la matinée. Mais dès que vous mangez, allez, ça se calme. Et là, vous avez déjà un pas vers l'ulcère, les gastrites et tout. Petit à petit, vous commencez à boire les médicaments. Voilà. Alors, pour ça, à quel moment faut-il boire de l'eau? Alors, il faut boire de l'eau. Tôt le matin, moi, j'ai toujours conseillé qu'on boit l'eau chaude. Tôt le matin. Et puis, on boit l'eau fraîche immédiatement après. Un verre d'eau chaude, pas de sucre, pas de miel. Et après, peut-être 1 litre d'eau fraîche. Bon, fraîche, c'est-à-dire de la température de l'air ambiant. Oui. Voilà.
Et là, comme ça, on a bien commencé, on a son litre d'eau qu'on a bu après un verre d'eau chaude. Et puis maintenant, on peut commencer, on peut continuer à boire l'eau au repas à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Comme ça, en boire autant que possible parce que ça permet aussi de purifier les reins. Et après le repas, est-ce qu'il faut boire immédiatement de l'eau? Le repas, après le repas, je vous donne un exemple de quelque chose qui s'est passé, si j'ai bonne mémoire, si je n'ai pas oublié. Napoléon Ier avait des militaires qui, pour avoir remarqué que tous les soirs, lorsqu'ils partaient dans les escalades, les batailles, ils perdaient les soldats. Un jour, il décide de prendre deux militaires soldats de même gabarit, même taille, même poids, hein, presque même âge. Il fait manger les deux les mêmes repas. Et demande à un d'aller se coucher. Et dit à l'autre de prendre le cheval et de faire une course qui était à plus de 50 km, dont aller-retour c'était dans les 100 km. Alors quand l'autre revient, on réveille celui qui dormait. Oui, celui qui dormait, les deux on les tue. Mais oui, on ouvre leur ventre. On constate que celui qui dormait n'a pas digéré. Et celui qui est allé à cheval faire la commission avait digéré. Alors, donc, parce qu'il y a plusieurs sons de cloche dans ces histoires. Il y en a d'autres qui disent que non, mais attends, mais si on dort, mais attends, mais on digère, il y a quoi? Mais non, on ne digère pas. Beaucoup de gens ont le poids à cause du repas du soir. Beaucoup de gens. Et surtout les travailleurs n'ont pas le temps de manger en journée. Madame prépare pour monsieur, et monsieur doit arriver à la maison et manger. Et ce poids qu'on obtient à partir de ce genre de repas, ça qui entraîne le surpoids et donc qui fait l'effet boomerang sur le plan cardiovasculaire. Voilà. Alors, quelle est l'heure que vous conseillez, c'est-à-dire en soirée, ou alors on peut manger jusqu'à quelle heure? Non, normalement, on doit manger jusqu'à 16 heures. Quand on a traîné 17 heures. Lorsqu'on a tué seulement, il faut que 19 heures qu'on ait mangé. Parce que quel que soit le cas, ça dépend du repas. Si vous mangez lourd le soir, vous n'allez pas digérer avant de dormir, même si vous faites comment. Quelqu'un qui mange de la sardine, du pain, de sardines et spaghettis et tout, il faut 8 heures, 12 heures pour digérer. Comment on va digérer? Donc on va passer toute la nuit à faire quoi? Alors, mais si par exemple vous mangez peut-être un petit bouillon de pommes de terre, je ne sais pas moi quoi, avec des condiments hachés, le soir, avec un petit poisson fumé de bunga, bon, en quelque sorte, ça dépend de la quantité de pommes qu'on a consommées et la manière dont on a mâché, parce qu'en fait, tout ce qui est liquide, alors vraiment, certaines personnes ne mâchent pas. Les gens ne mâchent pas le riz, ne mâchent pas le couscous. Ils disent que c'est déjà fait, ça dit c'est prêt à digérer. Ils ne voient pas l'importance de la salive à se mélanger à ça. C'est ça. Alors, nous allons proposer à nos téléspectateurs la réflexion de ce soir et on revient juste après sûrement pour un commentaire et peut-être quelques questions avant de prendre les vôtres. C'est la réflexion de ce soir. Très chose à révéler. Alors, qu'on ne connaît pas encore comment la nourriture est préparée dans les ateliers du Seigneur, c'est entendu. Ils ne savent pas. Maintenant, bien sûr, la science étudie de savoir quels sont les éléments, quelles sont les vitamines, quels sont, n'est-ce pas, les matériaux en dedans. Ils sont en train. Mais, dans ce domaine-là, ils ont trouvé quelque chose, ils ont fait quelques découvertes, mais la façon de manger est inconnue pour eux. Ils savent beaucoup de choses maintenant, mais pas tout à fait, bien sûr. Quelles sont les propriétés, quelles sont les vertus, les qualités des légumes, des fruits, ainsi de suite. Il explique même, il y a des livres tout entiers. Mais la question n'est pas là seulement de savoir. Nous ne sommes pas tellement obligés de savoir tout ce qu'il y a dans la nourriture. Mais de savoir comment manger, alors ça c'est la chose la plus importante.
Pourquoi? Parce que si nous mangeons convenablement, dans les conditions les plus merveilleuses, les plus nécessaires, c'est l'organisme lui-même qui se charge de retirer, de classer, de distribuer, d'éliminer certaines choses, d'arranger, de combiner. Il est capable de faire des choses inouïes que la science n'est pas arrivée encore à égaler l'organisme humain. Donc, l'intelligence cosmique a mis dans les cellules, dans les organes, mais alors des qualités, des possibilités, une intelligence, des choses inouïes. Comment ils connaissent toute la chimie, ils connaissent toute la physique, ils connaissent toute la biologie, et qu'on considère qu'ils sont instinctifs seulement, qu'ils sont stupides, qu'ils sont ignorants, et que l'homme est seulement l'intelligent. Et comment l'homme n'arrive pas à faire les mêmes choses que ces cellules-là, qui sont alors des chimismes alors extraordinaires. Alors la façon de manger est la plus importante que de savoir qu'est-ce qu'il y a dans la nourriture. Bien sûr, c'est indispensable, ça je ne nie pas. Mais un jour, on le saura, on découvrira. Ça c'est une vie. Mais de savoir maintenant comment manger, c'est la chose la plus importante. Et maintenant, comment manger? Alors, étant donné que la nature a mis dans la nourriture des éléments tellement subtils, tellement éthériques, tellement invisibles, tellement impalpables, que la science ne pourra jamais les trouver dans leur laboratoire, parce qu'il n'y a aucun instrument pour pouvoir les capter, pour pouvoir les recevoir. Donc, ce sont des éléments qui échappent à la science. Ce sont des choses tellement sublimes, tellement éthériques. Et alors, pour pouvoir les capter, ce n'est pas seulement l'estomac qui doit se mettre au travail, et même la bouche, qui est encore un estomac plus supérieur, comme je vous ai déjà expliqué, qu'est-ce qu'il y avait dans la bouche comme glande, pour retirer tout d'abord le côté éthérique de la nourriture, et c'est après de renvoyer tout ce qui est le plus grossier dans l'estomac. Et que je vous ai expliqué qu'avant même d'assimiler, de digérer la nourriture qui était envoyée dans l'estomac, la bouche déjà a reçu des choses éthériques et les a envoyées dans le système nerveux, et l'homme qui a jeûné plusieurs jours, qui ne savait pas ni bouger ni parler, seulement avec un fruit, avant qu'il soit envoyé dans l'estomac, il regarde autrement, il pense autrement, il se lève, il parle. Donc, la bouche, c'est un estomac que les humains n'ont pas découvert encore, qui prend les choses les plus subtiles tout d'abord, et c'est après l'estomac prend les choses les plus grossières. Encore une chose que les humains ne connaissent pas, même les plus grands savants ne connaissent pas, parce que je les ai vus comment ils mangeaient à table. Oui. Alors, maintenant, les conditions, ça veut dire dans quel état il faut manger. Étant donné que c'est une chose parmi les plus importantes dans la vie, parmi les plus importantes, puisque sans la nourriture, sans ces forces qu'on en reçoit, on ne peut rien, on est mort. Alors donc, il n'y a rien au-dessus de la vie. Tout le reste, d'apprendre, de lire, de travailler, de bricoler, de se bagarrer, c'est à la deuxième, troisième et unième place, parce que sans la vie, il n'y a rien. Donc la chose la plus importante, c'est la nutrition. Bien sûr, après il y a la respiration, après il y a encore d'autres choses, mais prenons dans le plan physique, il n'y a rien qui dépasse la nutrition.
Alors, on avait tout à l'heure le maître Omran qui nous parlait de la façon de manger et il en ressort pour ça que la bouche est un autre estomac. Un commentaire là-dessus? Mais c'est la bouche qui est l'estomac. L'estomac même, c'est une poche. C'est le mélange de l'estomac qui facilite une certaine forme de digestion. Parce qu'il y a ce qui se digère dans la bouche, c'est le glucide. Ce qui se digère dans l'estomac, c'est en fait les protéines. Et maintenant, il faut que les protéines et les lipides, si je parlais des matières premières, il faut que tout cela, avant de quitter la bouche, que l'ensalissement, c'est-à-dire les amylases, les acides, les enzymes, voilà, de la bouche, qui partaient de la bouche, puissent apprêter la digestion dans le circuit du tube digestif. Parce que quand ça part de la bouche, ça reçoit une modification à partir de l'estomac à 3 niveaux. Et puis ça part de l'estomac, ça reçoit une modification, ça le bol alimentaire, donc une amélioration. Mais moi j'appelle ça une modification, ça des ajouts. Oui. Voilà. Au niveau du duodénum. Alors au niveau du duodénum, j'ai toujours l'habitude de dire que le travail du pancréas est un travail capital parce que les mêmes enzymes qu'on trouve au niveau de la langue, parlant de la bouche, c'est les mêmes presque les enzymes identiques qu'on trouve aussi en quelque sorte au niveau du duodénum venant d'un canal qui part du pancréas vers le duodénum. Alors à l'intérieur du duodénum, le duodénum c'est la courbe qui part de l'estomac pour arriver à l'intestin grêle. Là se trouve le laboratoire du tube digestif. Dans ces laboratoires, les composants viennent de la bile, donc du foie, et les composants viennent aussi du pancréas et trouvent les composants du duodénum lui-même et forment une alchimie qui maintenant, lorsque le bol alimentaire passe à ce niveau, le chyme passe à ce niveau pour se retrouver à l'intestin grêle, on peut dire que tout a été préparé pour qu'au niveau de l'intestin grêle et au niveau du gros intestin, qu'il n'y ait plus du travail. Là, à ce niveau, le travail qui va se passer doit se passer sans gêne. Ce que l'intestin grêle doit faire, ça doit se faire sans problème. Et ce que le gros intestin doit faire, ça se fait sans problème. Et là, le passage du sang qui vient du cerveau, ça remonte vers le foie pour repartir au cœur, parce que ça part du cœur, ça traverse, et ça revient encore. Ça va donc ramasser les nutriments maintenant, qui vont venir au foie. Et au niveau du foie, le foie va donc dire, ça j'emmagasine, ça je ne connais pas, que ça retourne là où ça vient. Donc il remet ça au sang. Alors au niveau du sang, ce que le foie a rejeté, parce que non seulement il doit emmagasiner, il doit phagocyter, donc purifier, et en même temps rejeter, parce que c'est qu'il ne connaît pas. Parce que le foie, c'est un grand magasin qui emmagasine tout ce qui a des lipides, des glucides et des protéines, et va au-delà des sels minéraux et tout. Alors, dans tout cela, il faut que ça soit bio. Bio, parce que c'est le mot que tout le monde comprend maintenant. Bon. Donc, si ce n'est pas bio, alors il va rejeter. Et quand il rejette, c'est pour que ça aille rester quelque part. Et c'est quelque part là, ça peut être un kyste, un myome, un fibrome, un cancer, qui se prépare à cet endroit. Voilà comment on a de gros mots, de gros noms de maladies. Voilà.
Alors, on va prendre, parce qu'il ne nous reste plus assez de temps, on va prendre immédiatement les messages que les téléspectateurs nous ont envoyés et on va apporter des réponses à leurs préoccupations. C'est le SOS téléspectateurs. Monsieur Ibrahima, le major, voudrait savoir entre métaphysique et religion, c'est-à-dire islam et christianisme, lequel a une garantie efficace? La deuxième question est de savoir si Dieu existe dans le monde métaphysique. Alors, la religion, c'est une fabrication d'hommes. La métaphysique vient de l'essence, c'est-à-dire vient de la connaissance de l'univers et des lois de la nature. Par contre, la religion, c'est l'homme qui imagine Dieu et enseigne Dieu aux hommes. Alors, c'est pas, je crois que cette réponse suffit pour que lui-même, il ait la jugeote pour pouvoir s'auto-répondre à sa propre question. Parce que l'ignorance fait qu'on pose certaines questions et c'est normal qu'on ait une réponse qui permet à soi de réfléchir un peu. Parce que les gens réfléchissent très peu pour ces choses. Ils les prennent au carré tel qu'on les a présentés ça. Et surtout que c'est des choses où on nous a tapé aux fesses. Et on a amené nos enfants dedans et ils sont restés dedans, bien que certains d'entre nous n'y croyons plus. Alors, quelle hygiène de vie devons-nous avoir pour vivre comme spirituellement? Oui. Alors, l'hygiène de vie spirituelle, c'est ce qu'on essaie de décrier tout le temps, le fait de manger des choses qu'on ne connaît pas, le fait de se détourner de la mamelle nourricière et dont les gens parlaient de Dieu avec la bouche, hein, mais ils mangent des produits qui détruisent l'organisme. Si vous voulez être de Dieu, étudiez ce que Dieu donne à l'homme à travers la nature, donc ce qui sort du sol, à partir de là, et boire beaucoup d'eau, parce que l'eau aussi c'est un aliment, et savoir respirer. Voilà les choses que Dieu nous a données. Dieu ne nous a pas donné les sardines, les spaghettis, les hamburgers et tout ça là, il ne nous a jamais donné ça. Et ça, nous ne savons pas d'où ça vient et puis nous ne nous posons pas de questions. Par contre, les gens qui fabriquent ces choses là-bas où ils fabriquent ça, nous, nos choses ne partent pas d'Afrique pour aller là-bas les alimenter. Quand une affaire quitte l'Afrique, c'est le bois. Quand une affaire quitte l'Afrique, c'est le pétrole. Quand une affaire quitte l'Afrique, donc c'est ce qui les profite. Nous, ce qu'ils nous envoient, c'est ce qui nous tue. Mais nous aimons ça parce que ça arbore le palais et puis ça fait le bon goût. Voilà. Alors, Mireille voudrait savoir ce qu'il y a lieu de faire pour venir à bout des feux de nuit qui perdurent depuis 2 mois. Elle va appeler hors antenne à ce numéro, le numéro qu'elle a utilisé, et on va étudier son problème, voir qu'est-ce qu'on peut lui conseiller. Alors, y a-t-il des repas qu'il faille absolument éviter afin d'affermir sa spiritualité ou d'éloigner la malchance? C'est M. Boubou qui nous dit. Il y en a, on va y arriver. Je crois que au cours de cette série, de ce thème, quoi, le thème choisi cette fois-ci, on doit y arriver, essayer de voir les repas qui freinent les gens spirituellement et ce qui peut être considéré comme busquant la spiritualité en nous. Alors, que pensez-vous d'un hibou qui vient chaque soir observer votre maison? Bon, alors le hibou, c'est un oiseau qui a trop eu de la malchance d'être né laid. À partir de sa laideur, il fait peur. Et peut-être parce qu'il fait peur que les oiseaux, les sorciers, se sont mis à l'utiliser comme totem, ou c'est pas moi quoi, ou à se transformer en hibou pour faire peur. La première chose, c'est de ne plus avoir peur des hiboux. Considérez que vous pouvez l'apprivoiser. C'est-à-dire pouvoir attraper le hibou et puis l'amener à rester avec vous comme ça se passe souvent avec le perroquet. Bon, vous verrez bien que c'est un oiseau. Cependant, si vous avez des sentiments qui sont tels que ce n'est pas au niveau de votre cœur que vous ressentez, de cerveau que vous ressentez la peur, mais que votre cœur vous parle, alors là, il faut consulter un voyant. C'est qu'il y a un problème.
Bonsoir, quelles sont les causes des myomes et comment les traiter? Alors j'ai expliqué les causes des myomes, c'est le mauvais repas, la mauvaise digestion et le sang ayant été renvoyé avec la saleté au niveau de l'organisme. L'organisme va, avec le cumul des déchets dans le sang, va chercher à les déposer quelque part. Et ces déchets vont donc se mélanger avec des cellules dans une certaine forme de prolifération des déchets. Les cellules vont s'alimenter à ces déchets et ces déchets vont faire muter les cellules. Et là, va naître donc un myome, un kyste, un fibrome, quelque chose comme ça. Voilà, un cancer. Alors, presque depuis des dos, voudrais savoir quelle alimentation pour booster l'ovulation et laver les trompes. Alors, première chose, il faut éviter le sel. Hein. Si vous voulez bousculer l'ovulation et que vous êtes une personne qui pense que vous n'avez pas beaucoup de chance à procréer, il faut manger de moins en moins de sel et manger beaucoup plus de légumes. Et à ces légumes, ne pas mettre du sel ni du sucre. Et surtout éviter du sucre parce que les gens ne savent pas une chose. 90% des nourritures que nous mangeons de nos jours sont sucrées. Même les médicaments, parce qu'on a remarqué que le sucre est un bon conservant. C'est-à-dire ça permet à ce que la date de péremption soit, du moins s'éloigne, qu'il y ait un bon temps pour pouvoir atteindre la péremption pour certains produits. Donc le sucre est consommé au quotidien et le sucre détruit l'organisme parce que ça augmente le taux d'acidité. Et lorsque le taux d'acidité a atteint un certain niveau, lorsque ça part de plus de 30% à plus de 50%, voire 60%, on peut développer la stérilité, on peut développer un cancer, on peut développer plein de choses qui ne sont pas de nature à trouver guérison à l'aide des médicaments parce que le but étant cette fois-là de provoquer un équilibre acido-basique. Et lorsque cet équilibre-là n'est pas provoqué, la médication ne sert à rien. Au contraire, la médication augmente le taux d'acidité. Et ce qui fait donc que certains produits peuvent, au lieu de soigner, calmer et provoquer un cancer par la suite. Voilà. Alors, peut-on magnétiser de l'eau et la faire boire à quelqu'un d'autre? Bien sûr. Moi, j'ai soigné les malades à des cas graves, rien qu'en magnétisant de l'eau. Professeur, quel est le rôle de nos aliments qui ne sont pas bien équilibrés, comme le couscous de mil? C'est Adama depuis Ngaoundéré qui... Je ne sais pas si le couscous de mil n'est pas équilibré, ou bien il a lu ça dans un livre, ou le blanc, comme il n'aime pas les choses des noirs, on le lui a dit, et lui aussi il a conçu ça comme ça. Tout ce que nous avons comme complément d'objets directs ou complément de circonstances qui accompagnent nos sauces font partie d'une intelligence alimentaire traditionnelle qui fait en sorte que lorsque tu manges quelque chose que tu as trouvé que tes parents mangeaient depuis, dans les meilleures conditions, souvent c'est quelque chose d'équilibré. Je m'explique bêtement, on prend le manioc. Si vous mangez le manioc avec l'avocat, vous avez mangé équilibré. Si vous mangez le manioc, cette fois-là, si vous mangez le bâton de manioc avec l'arachide grillé, vous avez mangé équilibré. Parce que ça digère. Tout ce qui digère est équilibré. Tout ce qui ne digère pas n'est pas équilibré. Si vous prenez du lait avec du pain, vous allez constiper. Ce n'est pas équilibré. On va vous dire que c'est un Allemand équilibré. Parce que c'est lui qui parlait équilibré, là, le mot là. C'est lui qui est venu avec le lait ici et le pain. Donc tout de lui est équilibré. Quand on était à l'école primaire, on savait que le pain était un aliment complet. C'est ce qu'on nous disait à l'école primaire. On nous disait que le lait était un aliment complet. En fait, tout ce que le blanc venait avec était un aliment complet. Et que le bâton de manioc donnait le quatuor. Et il y a plein de musiciens qui chantaient ça dans leurs chansons aussi naïvement. Et ils sont des Africains. Hein? Bon, non? Équilibré là, c'est un mot. Mais ce qui n'est pas équilibré, on ne sait pas. Et ce qui est, on ne sait pas aussi.
Bonsoir, vraiment, moi j'aime beaucoup suivre vos commentaires, mais à ce jour j'ai un petit souci. Comment qualifieront le fait, comment qualifier, voilà, le fait que tu es couché, tu vois une personne qui vient, mais tu ne peux rien faire. Cette personne-là te bloque sur le lit et parvient à t'étouffer. Oui, mais là, ça c'est des choses qu'on rencontre tout le temps. Il faut... Moi, j'avais eu un jeune qui n'arrivait plus à fréquenter et que j'étais obligé de l'amener à venir rester avec moi parce qu'on me l'avait présenté pour des besoins de santé. Alors ce mec, sa mère tout le temps était au chevet de son lit parce que l'enfant a commencé à crier. Un garçon d'1,74 m de taille et faisant la classe de première avait échoué le probatoire pour la première fois à cause de cette maladie. C'est une maladie où toutes les nuits, c'est au cou qu'on l'arrête, on l'étouffe, toutes les parties du corps bougent, mais sauf sa tête. Alors, mais la personne a fait chez moi 8 mois, n'a jamais été étouffée. Si bien que quand elle retourne chez elle, elle n'est plus étouffée. Bon, donc il fallait donner quelque chose et petit à petit, et j'avais interdit que les nourritures ne viennent plus de chez eux, donc que la mère ne vienne pas avec la nourriture. La personne va manger la même nourriture que je mange et elle s'en est sortie. Alors, moi, je pense qu'il faut seulement faire un bon diagnostic, donc une voyance, c'est tout. Quand la voyance détermine la cause du mal, que cela soit occulte ou pas, là, on peut donner une orientation sur le genre de pronostic qu'il faut appliquer. Bonsoir à vous, j'ai un problème, j'urine en moyenne 5 fois la nuit. Alors, mais là, c'est des signes qu'on dit souvent que vous avez un peu plus du sucre dans le sang, donc c'est un début de diabète ou c'est le diabète. Je ne sais pas, moi je pense que si ces signes est accompagné avec d'autres signes, donc on saura si c'est un diabète sucré, comme on le disait avant. Aujourd'hui, c'est type 1, type 2. Bon, avant c'était sucré, c'était gras, c'était infuse, tout ça, c'était tout ça, et rien que le diabète. Alors, Guy depuis Yaoundé nous écrit, il voudrait savoir comment reconnaître sa femme, c'est-à-dire la fille avec qui il vit. Est-ce que ce serait celle qu'il doit épouser? Bon, là, mais là, ce n'est pas le sujet. Mais il faut faire l'étude d'affinité, c'est tout. Il va appeler hors antenne. Il va appeler hors antenne avec les coordonnées de sa chérie et ses coordonnées, plus la première année des rencontres. On peut arriver à une conclusion si c'est oui ou c'est pas oui. Si c'est sa femme ou pas, quoi. Bonsoir Patriarche, je me prénomme Landry depuis Douala. J'ai un problème. J'ai vécu avec une femme pendant 10 ans sans enfant. En mai 2018, elle m'a quitté pour une... je crois, c'est un très long message. Alors elle m'a quitté et jusqu'à aujourd'hui, elle n'est plus rentrée quand bien même je l'appelle. Cette dernière est restée. Bon, après il a pris notre femme avec laquelle il a pu avoir un enfant. Mais cependant, chaque nuit, il reçoit la visite d'un esprit qui ne cesse de toucher son pied et qui veut le casser. On va donner réponse de ces SMS, on va l'écrire de toute façon. D'accord, pour ça nous sommes arrivés au terme de notre émission. Un dernier mot pour conclure. Alors le dernier mot, c'est que nous sommes toujours dans le registre de la mystique, de l'alimentation, de la spiritualité. Et nous promettons à ce que cela soit poursuivi pour plus d'amples explications encore et encore et encore jusqu'à ce que nous ayons épuisé le sujet. Nous avions été ravis de vous avoir nombreux avec nous ce soir. Nous vous promettons, parce que les messages sont nombreux et ils continuent d'arriver, mais nous vous promettons d'apporter des réponses à vos préoccupations au cours de la semaine. D'ici là, moi, je vous souhaite de passer une excellente soirée. On prend rendez-vous mardi prochain lorsqu'il sera 22h30 sur votre chaîne Canal 2. Bonsoir.